En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Sam. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est Fanny Vella qui m'a mise qui t'a mise sur ma route et je suis ravie d'avoir du coup eu l'occasion de découvrir tes travaux que je connaissais pas et aujourd'hui de t'entendre sur un sujet qui intéresse les gens qui nous écoutent, qui est la parentalité non violente, en tout cas la plus à hauteur d'enfant possible. Cool, merci de m'avoir invitée, je suis super contente, c'est chouette. Est-ce que tu peux te présenter, Sam, s'il te plaît ? Je m'appelle Sam, j'ai 42 ans, je suis autrice et illustratrice et je suis aussi maman d'un grand garçon de 19 ans. Super. Avant, peut-être que tu nous racontes comment tu as expérimenté la parentalité et comment aujourd'hui ça se passe avec ton grand garçon. Est-ce que tu peux décrire l'environnement dans lequel tu as grandi ? Alors moi j'ai grandi dans un environnement pas hyper cool. J'ai des parents qui sont plutôt toxiques, un père qui s'est jamais trop intéressé à moi, surtout à lui, et une mère. On était à la fois, elle a créé une espèce de. En fait, elle a fait en sorte qu'on soit meilleures amies, mais elle n'était pas vraiment une maman. Et après, voilà, elle a laissé faire des choses vraiment pas chouettes de type inceste. Donc c'était, ça a pas été folichon. Ok, et comment est-ce que cet environnement que je me permets de caractériser comme pas forcément hyper sécurisant pour toi, comment ça a façonné l'adulte que tu es devenu ? J'ai vraiment voulu partir à l'inverse de ça. Hein. C'était vraiment une volonté. Alors quand je suis tombée enceinte, j'étais assez jeune, j'avais 23 ans, et j'avais vraiment à cœur de construire une famille, un cocon, justement quelque chose de très sécurisant, où mon enfant serait libre de me dire tout ce qu'il a envie de me dire, etc. Ça, c'était important. Et après, je me posais pas beaucoup de questions. À l'époque, on s'en posait pas des masses, mais en tout cas, voilà, ce côté sécurisant et cocon me tenait à cœur, en tout cas. Oui, c'est vrai que 23 ans, c'est jeune, donc tu avais déjà cette volonté de faire différemment de ce que tu avais reçu. C'était assez naturel de remettre en cause un peu tout ça et de prendre un autre chemin. Ok. Donc du coup, quand tu as accueilli ce petit garçon, est-ce que tu as rencontré des challenges particuliers dans ta parentalité que tu pourrais partager avec nous ? Alors ça a été un peu compliqué parce que à la naissance de mon fils, j'ai fait une hémorragie et du coup, on m'a enlevé l'utérus, ce qui fait que je savais que j'enfanterais plus. Et ça a été un peu compliqué parce qu'au début, j'essayais de tout. De profiter de tout, c'est-à-dire que je me disais c'est la dernière fois que je le vois sourire, que je vois mon enfant sourire pour la première fois.
je voulais absolument être là tout le temps pour profiter de tout. Et je pense que c'était un peu pesant et pour lui et pour moi. Et après, je me suis un peu détendue par rapport à ça. Et c'était aussi bien pour nous deux. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. J'ai dû faire ce deuil d'un côté, et puis en même temps, j'avais ce petit garçon qui avait besoin de moi. Donc, mais très clairement, c'est aussi lui qui m'a portée pendant longtemps, parce que effectivement, il y avait des rituels qui se sont mis en place. Il y avait des choses, et c'était hyper rassurant pour moi en tout cas. Oui, je comprends. Et comment ça se traduisait, par exemple, tu avais des difficultés à le laisser à garder, t'avais des difficultés à le laisser, je sais pas, comment est-ce qu'on est trop? C'était ça, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai laissé à garder, j'avais fait, je pense, une double, j'avais tartiné 4 pages de à telle heure il fait ça, à telle heure il fait ça, à telle heure il fait ça. Et il pèse tant, et quand je le récupère, je veux qu'il pèse tant. Hein. C'était un peu, voilà. Et puis et après, j'ai appris à laisser un peu de lest, mais ouais, j'étais un peu dans j'ai tout noté. Ses tout premiers sourires, ses tout premiers babillements, chaque jour avait sa tartinade de. Ouais, exactement, mais c'est tout à fait ça. Ok, ça me parle ce que tu dis, parce que alors moi, mon petit garçon a que 2 ans, donc c'est pas si lointain, mais j'ai quand même beaucoup été traversée par quelque chose qui ressemble à y a que moi qui sais l'endormir. Il y a que moi qui sais le calmer. Il y a que moi qui sais le rassurer. Effectivement, quand on a ça dans la tête, c'est hyper dur de se faire relayer, d'accepter le relais, et on est épuisé. Et comme tu l'évoquais, je pense qu'ils ont aussi besoin d'air et de se référer à d'autres adultes. Et donc, il y avait peut-être, moi c'est comme ça que je me l'explique, un manque de confiance dans les adultes qui m'entouraient peut-être. Et donc toi, au travers de ton histoire, on peut aussi croire qu'il y avait de ça aussi un peu. Voilà, il faut laisser son enfant à quelqu'un d'autre, c'est faire confiance, et c'est pas inné finalement, suivant d'où on vient et ce qu'on entend autour de nous, qui est plus ou moins aligné avec qui on est. Donc pas simple, mais je comprends le cheminement. Ah oui, mais je pense que c'est tout à fait ça. Hein. C'était vraiment ça. Et du coup, quand ton petit garçon a grandi, que tu as pris un petit peu de distance, que vous avez réussi à trouver chacun votre rythme, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Enfin, donc, déjà dans ta posture, je comprends que tu n'avais pas forcément intellectualisé « je souhaite être un parent non violent », comme on peut aujourd'hui le faire, parce qu'il y a cette guerre entre la tradition et les nouvelles approches éducatives. On a un peu l'impression de devoir choisir notre camp. Ça se faisait pas comme ça il y a une paire d'années. Ça s'est traduit comment, tes choix éducatifs? Est-ce que tu avais conscience d'être en décalage avec la société, par exemple, qui a des représentations qui vont pas forcément dans le sens de ce que tu voulais offrir, ou finalement tu t'en es même pas rendu compte, en fait, que tu t'inscrivais dans une approche non violente? Je me suis pas rendu compte. Alors, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que même si j'avais subi beaucoup de violences psychologiques, j'avais jamais eu de fessée, par exemple. Donc, déjà, pour moi, c'était un peu naturel d'aller là-dedans. Par rapport à tout mon entourage, j'ai été la première de mes amies, en tout cas, à faire un enfant, et du coup j'avais pas trop d'autres modèles en fait, ou de gens qui me disaient mais toi tu lui donnes pas de fessée, et souvent je dis j'ai jamais donné de fessée à mon fils, etc. Mais en fait c'est un peu je sais pas comment dire ça, mais c'était facile en fait. C'était pas mon fils a jamais fait d'énormes crises, ou ça a jamais été compliqué, donc je me suis jamais posé la question. Il a jamais beaucoup pleuré, il a jamais, son éducation a été extrêmement simple, ou en tout cas c'est ce que je garde en mémoire, parce que c'est vrai que ça commence à dater, mais les moments compliqués, je me suis jamais dit tu lui donnerais bien une fessée. Ça m'est jamais venu à l'idée, quoi. Donc c'est hyper intéressant ça, parce que
moi, c'est ce que vraiment je souhaite pour la société de demain. C'est-à-dire que si nous, on arrive à déconstruire ce qu'on a reçu, eux, ils se poseront même pas la question. Donc, on est un peu cette génération, on est beaucoup même cette génération de transition. Et je me dis, c'est intéressant, les gens qui n'ont jamais reçu de violence physique, enfin, en tout cas, pas de violence fessée, claque, même pas, ça leur traverse l'esprit une fois qu'ils sont adultes et en responsabilité d'un autre être humain. Et donc, je me dis, si moi, demain, je crie le moins possible, je violente le moins possible mon fils et je lui fais le plus de place dont il a besoin pour être qui il est, ce sera naturel pour lui de faire cette place et d'être doux avec ses enfants, et etc., etc. Donc, c'est intéressant de l'entendre, de dire que toi, c'était pas ton référentiel. Et effectivement, c'est le défi, je trouve, pour ceux pour qui c'est le référentiel, de freiner, en fait, ces réflexes qui ne sont pas alignés avec ce qu'on veut faire. Donc, donc je comprends que tu n'as... Soit t'as pas eu besoin, soit t'as pas gardé en mémoire ces moments où on est à bout et que là, on n'arrive plus vraiment à faire de la place à la coopération, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, il a jamais vraiment posé de problème, enfin, bien sûr, hein, il a pas dormi tout de suite, enfin, voilà, ça a été compliqué. Il y a eu, comme tous les parents, hein, mais je sais pas, ça m'a pas semblé compliqué, quoi. Enfin. Ok. Super. Et du coup, s'il n'y a pas une réelle difficulté, est-ce que tu pourrais nous parler d'un succès, de quelque chose que vous avez réussi à créer, peut-être tous les deux, dans ton foyer en tout cas, et qui pourrait nous outiller. On n'est pas obligé de s'outiller uniquement dans ce cas-là, il faut faire ça. On peut aussi s'inspirer d'approches auxquelles on n'aurait pas pensé. Est-ce qu'il y a un succès que tu voudrais partager avec nous? Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs fois où il a été... où je me suis rendu compte que mon exemple avait réussi, à faire son chemin chez lui. Donc moi, j'ai dû lui parler de ce qui m'était arrivé enfant pour diverses raisons, mais je me suis confiée à lui. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé de grave, bien sûr avec des mots d'enfant au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et je me suis rendu compte que quand lui a subi des choses de type harcèlement scolaire, il a su m'en parler, en fait. Et je pense que ça a été un vrai soulagement, parce que je sais que ça peut durer des années et des années. Ça peut être très compliqué. Si les enfants se confient pas, on a des difficultés à les aider. Et j'ai eu vraiment de la chance, parce que il m'a confié qu'il se faisait harceler. On a pu du coup l'aider tout de suite. Oui, donc tu as réussi à lui offrir un espace de communication dans lequel il se sente suffisamment en confiance pour dire même les choses difficiles à dire à ses parents. Et ça t'a permis de l'aider quand il en avait besoin. Ouais, et c'est pas que cette fois-là, c'est-à-dire que ne serait-ce que, ça m'est arrivé de m'énerver et puis d'aller m'excuser, de dire voilà, je suis désolée, j'aurais pas dû crier. Et je me suis rendu compte que ça aussi, assez rapidement, il l'a mis en place. C'est-à-dire que ça lui est arrivé de crier, de pas être content. Il part dans sa chambre, il claque la porte. Et ensuite, il revient. Et il me dit, voilà, maman, je suis désolée, je me suis énervée, j'aurais pas dû. Et ça, c'est quelque chose qui garde, c'est quelque chose qu'on garde. Dans la famille, on n'est pas irréprochable, hein. S'énerver, ça arrive. Voilà, on est un peu tracassé par quelque chose. Et ça, revenir et s'excuser, je trouve que c'est un truc où là, je me suis dit, waouh, j'ai pris conscience que, que mon exemple avait pu jouer dans quelque chose de positif pour lui. Oui, l'exemple, c'est vraiment le meilleur des raisonnements. Parfois, il vaut mieux se taire et agir comme on attendrait que nos enfants agissent, plutôt que de leur faire des sermons de 3 kilomètres. Je crois qu'il y a d'abord les neurones miroirs pour les tout petits enfants, et puis ensuite, effectivement, on est des exemples pour nos jeunes adolescents et nos adolescents. Donc, ouais. Ils s'inspirent de nos attitudes, de nos comportements. Donc, c'est intéressant que tu aies pu l'observer. Voilà, quand ils grandissent, ils savent mettre des mots. Et aujourd'hui, donc ce grand garçon qui était un petit garçon plutôt
plutôt, j'allais dire calme ou assez facile à vivre en tout cas, c'est comme ça que tu sembles l'exprimer. T'as l'impression qu'il est plutôt à l'aise dans le monde des adultes? Est-ce qu'il y a des choses qui l'interrogent quand on regarde la société qui est parfois assez violente au regard des enfants et des adolescents? On leur met beaucoup d'étiquettes. Tu saurais parler à sa place, pour le coup, c'est ce que je te demande de faire. Il est pas là, mais est-ce que tu saurais dire comment il te semble qu'il perçoit le monde autour de lui? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il est pas très à l'aise et qu'il n'a pas encore trouvé toutes ses marques. Et c'est vrai que je dis qu'il a toujours été un petit garçon calme, etc. Mais je pense que si on m'avait posé la question à chaque âge, il y aurait eu des choses, voilà, où j'aurais pu dire effectivement, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de difficultés parce que c'est un vrai virage, 19 ans entre l'enfance, entre le monde adulte. Et on leur demande tellement, en fait, de savoir se projeter dans un métier, dans des études, dans un monde qui est pas du tout encore le leur. Et c'est une période qui est extrêmement compliquée. Il a du mal à trouver ses marques et effectivement, en ce moment, c'est pas facile. Oui, on leur met beaucoup de pression sur les épaules à ces jeunes adultes. Il faut tout de suite décider de ce qui aura un impact incroyable sur notre vie. Comment est-ce que tu arrives à faire de la place à ses souhaits? J'imagine qu'il est assez libre d'aller vers là où il veut. Comment tu arrives à rester horizontal dans ta posture et le guider sans le diriger? C'est quelque chose qui est pas facile pour moi. Le truc qui m'a vraiment aidée, c'est qu'en fait, parce qu'en fait, il faut reprendre un petit peu le sujet. J'ai quasiment élevé Mathieu toute seule. Je me suis séparée de son papa, il avait 3 ans et pendant les 3 premières années, son père ne s'en est vraiment pas occupé, même pas un bain, par exemple. Quand on s'est séparés, je suis partie à 500 km, donc en fait son père il l'a vu que il le voyait pendant les vacances. Donc je l'ai vraiment élevé toute seule jusqu'à ses 7 ans. Et ensuite je me suis mise en couple avec quelqu'un qui a pris son rôle de beau-père à cœur. Et ça a été assez difficile pour moi de lâcher un petit peu de l'éduquer à deux, de réfléchir à deux. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Et petit à petit, en fait, il s'est créé une espèce d'équilibre à 3. Ça a été un peu laborieux au début, mais en fait, sur mon conjoint, j'aurais pas réussi, en fait, à avoir cette horizontalité. Il m'aide beaucoup, il me tempère beaucoup, en fait. Et il y a souvent des fois où je suis en fait, j'ai envie d'avoir le meilleur pour lui et c'est ma vision des choses. Et en fait, c'est bien qu'on soit 3 pour... des fois, il dit à mon fils, là, t'exagères un petit peu. Ou alors, il me dit à moi, là, t'exagères un petit peu. Et ça permet d'avoir... à la fois, il fait partie de ce trio et à la fois, il est un petit peu extérieur. Donc, en fait, ça crée vraiment un équilibre important. Il m'aide beaucoup, beaucoup. Notamment pour le virage de l'adolescence qui est hyper dur. De le lâcher, de lui dire en fait il faut qu'il fasse ses propres erreurs. Franchement c'est hyper dur en tant que parent. Moi je l'ai vécu très violemment en fait et je me suis rendu compte à quel point c'était pas ça qui était important. Le fait qu'il fasse c'est tout ce que j'avais créé autour qui était important. Le fait qu'il puisse revenir et dire je me suis gourée et c'est pas grave. Et c'était ça qui était important, qu'il puisse revenir et qu'il puisse avoir ce cocon où il est bien ici, peu importe ce qu'il fait en dehors en fait. Ouais. Est-ce que ce serait juste de dire que finalement quand on veut le mieux pour notre enfant, on tombe aussi dans le travers de toutes nos peurs qui ressurgissent. Et en fait c'est ça qui nous drive et c'est ça qui fait que
on a du mal à lâcher, leur faire confiance et à accepter qu'ils vont trébucher sous nos yeux, que ça fait partie de la vie. Enfin, moi, quand je te le dis, je me dis, oh là là, oui, il faudra le laisser trébucher, faire ses expériences. Et ouais, on a peur pour eux. Bon, toi, tu as déjà le recul de la petite enfance, la petite préadolescence. Ils s'en sortent super bien, finalement. Ah, ben oui, tout à fait. Ils s'en sortent, hein, c'est sûr. Mais c'est vraiment difficile quand tu sais vraiment qu'il va se prendre un mur. Par exemple, je vois l'année du bac, je savais que si je l'aidais pas, il ferait pas ses dossiers pour Parcoursup. Et à un moment donné, tu dois choisir, tu dois dire, mais est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, quoi. Enfin, c'est assez factuel et du coup, nous, on a décidé de l'aider quand même et de dire, en fait, on te laissera pas aller droit dans le mur, quoi. Enfin, ne rien faire, c'était pas possible. Et souvent, la condition à la maison, c'est fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Voilà. Oui, c'est une vraie question, ça. Est-ce que je le fais pour l'aider ou est-ce que je le laisse apprendre et ouais, c'est aussi mesurer que moi, je me souviens quand j'étais adolescente, j'aurais eu besoin d'aide sur tout un tas de choses et peut-être que mes parents avaient décidé de me laisser faire mes propres expériences, mais je l'ai parfois vécu comme un manque d'intérêt de leur part et parfois il faut juste accepter qu'à 19 ans, le métier qu'on veut faire, ça nous paraît encore hyper loin. Ce qui nous anime, c'est nos passions, la danse, nos potes, regarder telle série. Enfin, aujourd'hui, on a tout un tas chaque année, il y a encore plus de stimulations qui arrivent et qui peuvent nous divertir. Donc finalement, on peut aussi se dire, je te rejoins, c'est pas facile à trouver la frontière entre il faut qu'il fasse ses expériences et je ne peux pas lui mâcher le travail parce que il va falloir à un moment donné qu'il se prenne en charge et il a que 19 ans aussi, il est dans d'autres choses, il doit aussi expérimenter cette période. Donc c'est là tout le défi en fait. Et peut-être qu'en communiquant, c'est la meilleure des solutions. Est-ce qu'on ne peut pas poser la question directement à son enfant en lui demandant là, moi, je ressens que ça, c'est important pour toi et je ressens que t'es pas forcément intéressé, mais comment on fait? Est-ce que je t'aide? Est-ce que je t'aide pas? Tu veux te débrouiller tout seul? Est-ce que t'as besoin d'aide? Moi, je pense que j'aurais apprécié qu'on me demande. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est pas prendre le pas sur ses choix, c'est rester en backup et essayer de guider sans diriger, quoi. Enfin, et c'est là où c'est la plus grosse difficulté. Et plus ils grandissent et plus ça doit être ça. Et voilà, jusqu'à ce qu'ils partent totalement. Mais ouais. Et puis encore, quand on est parti, on a toujours besoin de conseils. On est traversé par des phases de doute. Et c'est bien de se dire que il y a un espace chez nos parents qui ont quelques années d'avance sur nous, sur la vie, où on peut aller poser nos questions sans être jugé, sans être étiqueté, catalogué. Et puis après, la différence, c'est qu'on peut toujours en faire ce qu'on veut des conseils qu'on nous donne. Donc, quand ils sont suffisamment libres pour prendre du recul sur ce qu'on leur dit. Non, c'est un très bon conseil de créer un espace de communication sain. Et finalement, quand on est face à ces difficultés de est-ce que je dois l'aider ou pas, lui demander tout simplement où il en est, où elle en est, et quelle est la meilleure posture pour tout le monde, quoi. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de créer des moments, créer aussi un moment où on peut se parler, en fait, parce que sinon on est vite appelé dans le quotidien, on fait à manger, etc. Et se poser de temps en temps pour juste simplement dire alors comment tu vas toi et qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, mais réellement, quoi, créer un moment. Ça, c'est des choses que tu faisais même quand il était petit? Oui, on avait, alors il y avait quand j'allais lui dire bonne nuit, où vraiment il y avait ce moment-là tous les deux, mais quand il a grandi un peu, quand il rentrait de l'école, on passait un moment ensemble. Ensuite, ça a été plutôt les repas où vraiment, les repas, il y a pas de télé, il y a juste nous et on parle vraiment, quoi. Oui.
Oui, oui, utiliser les temps de repas. C'est vrai que dans nos vies à 10 000 à l'heure, il n'y a pas 15 moments dans la journée où on se pose l'un en face de l'autre. Donc, profiter des repas pour se demander comment on va. Ouais. Ça paraît tout bête quand on le dit, mais je suis sûre que si on réfléchit à est-ce qu'on prend vraiment le temps de le faire, je suis pas sûre qu'on le fasse vraiment tous. Et je pense que c'est aussi valable pour le couple, de profiter de ces moments de repas pour prendre la température intérieure de l'autre et sortir un peu de la logistique et des échanges pas toujours les plus serein et juste se demander comment on va. Donc ouais. Mon fils qui commence à parler, donc je me dis que bientôt on commencera à instaurer ces temps d'échange. Sam, aujourd'hui tu as 19 ans de recul sur la parentalité, avec ses hauts, ses bas, voilà son chemin, quasiment 20 ans, une génération entière de recul, c'est précieux. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux adultes qui nous écoutent, qui sont jeunes parents ou parents aguerris? Je sais qu'il y a des mamans qui ont jusqu'à 5 enfants qui nous écoutent, donc c'est encore une autre organisation. Il y a des professionnels de la petite enfance qui nous écoutent, des assistantes maternelles par exemple, qui se questionnent sur leur posture. Toi, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens qui essayent de s'inscrire de tout leur cœur dans cette approche bienveillante, mais qui parfois se sentent un peu à cran et sortent de cette posture? Ce qui me vient en tête, c'est en tout cas, je pense que l'éducation bienveillante, c'est clair qu'il faut pas la voir comme une baguette magique ou comme juste on récite, on dit la bonne phrase et ça va avoir la bonne répercussion. Mais moi, je l'ai toujours vu un peu comme un phare, en fait. Un phare vers lequel j'ai envie de me diriger. Et dès qu'on s'en éloigne un peu, c'est bien de se dire, en fait, vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de tendre. C'est pas facile tous les jours. Il y a des choses qu'on va essayer. Ah, ça va marcher, c'est trop bien. Et puis le lendemain, ça marche plus. Bon, en fait, il faut tester autre chose. Et ça veut pas dire que ça remarchera jamais. Mais en fait, il faut expérimenter, il faut tenter, il faut essayer. On tombe et puis on se relève et puis il y a des moments d'accalmie et puis c'est trop bien. Mais en fait, voilà, c'est forcément, si c'était facile, si c'était simple, tout le monde le ferait, quoi, évidemment. Mais je trouve que le résultat, quand on a quelqu'un qui ose se confier, qui quand il est pas bien ose le dire, ça je pense que c'est la meilleure récompense au monde en fait. Et en fait on devrait être motivé que par ça, quoi. Quand on a ça, après c'est chouette. Oui, c'est une jolie image de dire que quand on parle d'éducation bienveillante, positive, non violente, tous les termes qu'on aime opposer à l'éducation traditionnelle et punitive, en France, peu importe en fait quel mot on utilise, c'est l'intention de départ qui compte. Et on peut toujours s'en rapprocher, même si à un moment on s'en est éloigné. En fait, rien n'est irréversible. Je crois qu'il faut aussi qu'on partage nos intentions avec nos enfants, parce qu'on est en constant apprentissage et ils peuvent aussi nous aider à grandir. Donc l'idée, c'est pas de mettre une énième pression aux parents ou d'accabler ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces approches-là, mais c'est bien d'essayer de se dire, est-ce que le regard qu'on pose sur les enfants, sur les adolescents, il est juste, il est sain? Est-ce qu'on a vraiment tous envie, est-ce que ça nous parle à tous d'être dans cette position hyper verticale où l'enfant est en dessous, obéit immédiatement et ne discute pas nos... Est-ce que voilà, cette position de pouvoir, est-ce qu'elle nous parle à tous? Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est juste, je suis pas au-dessus de lui. Je suis juste une adulte qui peut le guider, mais il est pas en dessous de moi. Et voilà, dès lors qu'on voit ça comme un regard qu'on pose sur les enfants et non pas une énième pression, comme tu dis, c'est vrai qu'on a tendance à se dire j'ai pas dit le bon mot au bon endroit avec la bonne intention et puis je me suis pas mise à sa hauteur. Et il faut sortir de ces méthodes-là
qui sont pas toutes applicables. On est tous différents. Et juste choisir de regarder les enfants différemment et les adolescents aussi différemment, avec plus de douceur. Et comme tu dis, parfois on s'en éloigne parce qu'on était fatigué, on était à cran, où il n'y a pas tout qui s'est passé comme on l'avait prévu dans nos têtes d'adultes. Et c'est pas grave, le lendemain on fait différemment, ou on s'en parle. Là t'as la chance d'avoir un jeune homme avec qui tu peux profondément discuter. Donc c'est continuer encore à creuser le sujet et à s'améliorer ensemble. Et je pense que c'est aussi touchant pour eux de nous voir grandir autant qu'eux, finalement, tu vois. Mais il y a vraiment ça, il y a vraiment cette idée de... Moi, je me suis jamais... J'ai pas l'impression d'être devenue parent tout de suite. En fait, je suis devenue maman au fur et à mesure. Voilà, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. C'est une relation qu'on construit. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est quand on devient parent, de se reconnecter avec l'enfant qu'on était, en fait. Toi, tu as dit plusieurs fois, moi j'aurais aimé ça quand j'étais ado. Et en fait, il y a que en se reposant la question de, mais moi quand j'étais enfant et qu'on m'écoutait pas, est-ce que c'était agréable en fait? Non, c'était pas agréable quand on me disait non mais toi t'es qu'une enfant donc en fait on va pas t'écouter. Et en fait, c'est offrir aussi ça, c'est-à-dire, ou alors à contrario, moi quand on m'écoutait quand j'étais enfant, ça me faisait plaisir, et je vais reproduire ça. Et je pense que l'enfant intérieur, d'une manière générale, on se reconnecte pas assez, et ça c'est hyper important. Oui, on se souvient de comment on avait vécu les choses et ce qui des incompréhensions aussi, des non-réponses à certaines questions qui ont nourri un imaginaire qui a amplifié parfois la peur ou le traumatisme qu'on vivait parce qu'on se racontait l'histoire qu'on voulait et c'était parfois pire que la réalité. Donc oui. Savoir aussi se souvenir. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec Fanny lors de notre conversation. On a été enfants, les enfants n'ont jamais été adultes. Donc on a un petit peu d'avance sur notre capacité aussi à prendre du recul. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plutôt juste que ce soit l'adulte qui ait la responsabilité de la qualité de relation qu'il a avec ses enfants. Et comme tu le dis, un jour, on a ce retour sur investissement et on se rend compte que, en fait, tous ces temps d'écoute et d'échange, aujourd'hui, ils protègent notre enfant parce qu'il est venu nous dire que là, il était en difficulté et on va enfin pouvoir l'aider. Et je crois qu'il faut pas... c'est vrai, si on pense à tous ces parents qui disent « mais j'ai absolument pas remarqué qu'il était embêté à l'école, je me suis pas doutée, mais est-ce qu'à un moment donné... il y a eu un espace pour cette jeune adolescent de venir raconter ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur de décevoir qui est un peu trop présente dans nos façons et nos postures? Je suis déçue, tu n'as pas rangé ta chambre, je suis déçue, tu n'as pas eu une bonne note. Alors qu'est-ce qu'elle va penser quand je vais lui dire qu'on se moque de moi dans ma classe et que je suis pas la star du collège, mais bien celui dont on se moque. Donc, faut faire aussi attention à nos mots. Alors, je crois que on n'est pas en train de parler de où est-ce que je mets le verbe par rapport au pronom et au déterminant. Il n'est pas là le stress. Regardons ce qu'on renvoie généralement au quotidien. Et à l'arrivée, ça fait des enfants qui sont plus ou moins à l'aise pour venir échanger avec nous. Alors c'est pas pour culpabiliser que je dis ça, mais il faut mesurer la responsabilité qu'on a auprès d'eux. Et il est jamais trop tard pour rattraper les choses. Il est jamais trop tard pour changer, quoi, pour se dire j'ai peut-être pas été là quand il fallait, j'ai peut-être pas été à l'écoute. En fait, ok, on peut pas revenir en arrière, mais par contre on peut agir sur ce qu'on fait maintenant. Maintenant je vais être un parent qui écoute plus. Maintenant je vais être un parent plus présent. Je vais créer à partir de maintenant un espace où il peut me parler. Et c'est ça, en fait, le véritable pouvoir, c'est de se dire, je suis pas parfait. Ouais, c'est vrai, en fait, et j'ai encore besoin d'apprendre. En fait, en restant sur nos postures, ça peut nous valoriser en se disant, non, moi, je fais comme ça et c'est ok. Mais en fait, il faut savoir se remettre en question. C'est ça, grandir, en fait.
Oui, quand on dit « Oh là là, les enfants, ça change une vie », ben moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que mon fils, il vient m'aider à devenir plus sereine, à comprendre aussi mes mots, MAUX, que je me traîne et dont je sais pas quoi faire depuis des années. Et parfois, ils valent mieux qu'une thérapie, quoi. Si on a le courage de se regarder en face et d'essayer de comprendre pourquoi cette situation, elle nous contrarie plus qu'une autre, pourquoi quand il dit ça ou quand il fait ça, tac, ça nous active, essayer de le sentir et de comprendre pourquoi, parce que si on est tous honnêtes, parfois c'est pas très grave et pour autant on est hors de nous. Donc ça dit des choses de nous, il nous offre une grille de lecture hyper intéressante et c'est comme ça qu'on grandit. Et je trouve ça d'une grande tristesse finalement de se dire que les enfants, ça doit pas trop changer nos vies. Quel dommage, quel dommage. Oui. Tu vois, toutes ces familles qui essayent ou ces jeunes couples qui essayent de faire comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Non, il faut sortir toujours autant qu'avant, il faut aller là où on allait avant. De la même façon, on veut pas trop qu'ils prennent de place dans nos vies. Mais quel dommage, laissez-les vous envahir. Ils vont vous emmener dans un univers incroyable. Donc c'est vrai que moi, je me laisse parfaitement transformée par la parentalité et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Donc ouais, ils nous font grandir et c'est génial. Ouais, c'est vraiment ça. Bah super, Sam, merci pour ton expérience et tes mots. Est-ce que tu voudrais m'indiquer quelqu'un qui pourrait venir aussi partager son expérience de parentalité? Alors moi, une des mamans qui m'aide au quotidien, c'est Sévanie de son pseudo, c'est Cécilia. Alors c'est aussi une collègue à Fanny et moi, mais elle est maman de 4 enfants. Aujourd'hui, elle est maman solo de 4 enfants. Et tous les jours, je me dis, mais waouh, c'est impressionnant. Elle porte tout ça à bout de bras et je suis très, très admirative de son travail et de sa vision des choses qui est impressionnante. Fanny me l'avait recommandé aussi, donc je vais relancer ma petite invitation. Elle a dû passer à la trappe, mais et je sais que j'ai déjà eu des réactions lors de l'épisode 2 de Fanny Vella où quand elle vous évoque toutes les deux, il y a certaines personnes qui m'ont dit « Oh là là, trop hâte d'écouter la maman de 4 enfants ». Donc je crois que ça attise la curiosité de plein d'auditeurs, donc j'espère la recevoir bientôt. Ben écoute, je lui dirais de bien regarder ses messages. Ce serait chouette, ouais. Ben merci beaucoup. Ben merci vraiment à toi, ça me fait vraiment plaisir d'aborder ce sujet parce que je me retrouve vieille maman d'un vieil enfant et du coup c'est vrai qu'on me repose pas trop la question, mais ça me fait vraiment super plaisir d'en parler. Ben c'était très agréable d'entendre que d'éduquer dans la bienveillance et la douceur n'empêche pas les difficultés. C'était bien de le rappeler, mais résulte sur des jeunes adultes qui sont ouverts et qui discutent et ça c'est comme tu le disais le plus joli des cadeaux, je crois, pour les parents. Ouais, carrément. À bientôt. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.